L'UDPS ne nous a jamais dit pourquoi il toucherait la Constitution. On ne nous a jamais dit ça. Pourquoi on va rejeter cette Constitution? Est-ce que ce n'est pas parce que l'UDPS avait appelé au boycott? Mais c'est parce que l'UDPS ne voulait pas de ce qui avait été fait pendant la période où on se considérait comme mise de côté. Après Sun City, la formation du gouvernement de transition, on peut dire que l'UDPS s'est vue mise de côté quand son président ne s'est pas retrouvé parmi les vice-présidents. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que le parti a appelé au boycott Oui. de Parce référendum. qu'ils ne nous ont jamais dit pourquoi ils faisaient boycotter la Constitution. Je vous ferai remarquer que le président Kabila n'a jamais parlé de ça. Jamais. Et son intention de modifier la Constitution. Jamais. On sait que c'est même qui parle, même qui au passage, non. Moi, je suis l'histoire. Ouais. Je ne suis pas dans les faits. Ça me permet d'avoir le recul de suivre ceux qui font. Je ne l'ai jamais entendu parler d'un troisième mandat pour lui. Les Américains exigent que nous fassions certaines réformes dans le domaine de la justice. Et c'est le président qui dit on ne peut pas faire des réformes sans qu'on passe à la Constitution. En tout cas, on dit la même chose. Donc. Non, ce n'est pas la même chose. Il avait dit que certaines réformes devront passer par... Jean-Pierre, non. Oui. Ce n'est pas nous deux qui discutons. Oui, justement. Bon, voilà. Nous parlons de ce qu'a dit le président. Mais le président n'a pas dit ça. Il a dit ce que je dis là exactement. Nous ne pouvons pas faire des réformes. Je ne vois pas comment on peut faire des réformes dans le domaine de la justice sans toucher à la Constitution. Voilà les termes exacts du président. Mais qu'on lise la Constitution dans le domaine de la justice, on va toucher à quoi pour satisfaire les Américains? Je sais, le président de la République nous a dit l'autre jour qu'il y a des partisans qui font des slogans. Ah oui, il a dit qu'il ne fallait pas trop écouter. Nous sommes dans une matière où il ne faut pas de blagues. Nous sommes dans une matière où il ne faut pas de slogans. C'est la raison pour laquelle j'ai regretté que cette question de constitution soit abaissée au niveau de la rue et du trottoir. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Le pain qui vous immentalise,
Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un bal qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise. Bienvenue sur Politiquant. Merci de nous regarder. Il est rare qu'un invité intervienne 2 fois de suite en l'espace d'une semaine sur notre antenne. Rare au point que ce n'est jamais arrivé. Mais on fait exception aujourd'hui avec le professeur émérite Auguste Mampouya, dont le passage sur notre antenne lundi dernier a suscité débat, alimentant polémique, controverse et même mauvaise interprétation. Face donc à cette effervescence médiatique et aux interprétations qui sont allées avec, l'universitaire a jugé bon de revenir pour mettre le point sur les i, une mise au point et lever tout équivoque. Évidemment, au sujet de l'extrait de l'émission qui a fait le tour du web, avec l'article 220, le professeur est bien le géniteur de cette disposition constitutionnelle. Il est revenu dessus. Malheureusement, ou heureusement pour certains, ces propos ont été extraits de leur contexte et interprétés autrement. Professeur, on est content de vous retrouver ici ce samedi. C'est rare parce que généralement samedi, il n'y a pas de production sur notre antenne. On a fait exception pour vous, pour notre public et surtout pour l'immense respect que nous avons pour votre personne. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je suis revenu parce que vous aviez vous-même manifesté des inquiétudes après certaines interprétations qui sont sorties. Mais comme universitaire, scientifique, je sais que la critique n'est pas mauvaise. Oui. Elle peut ne pas être fondée, elle peut être mal argumentée. Alors là, c'est argument contre argument. Je n'en veux pas à ceux qui peuvent faire ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Mais il y en a qui ont réagi, soit par peu de maîtrise de cette matière, et ça se comprend, soit parce qu'ils ont été manipulés par une propagande négative. Et ça, on l'a vu sur pas mal de pages. Évidemment, sur Facebook, X et ailleurs. C'est allé dans tous les sens. Moi, je ne suis pas dans la propagande. Voilà pourquoi je voudrais plutôt rétablir le sens de ce qui est fait. Et pour ceux qui ont été abusés involontairement, je voudrais, et qui croient dans l'intérêt de l'article 220, je voudrais leur donner plus d'arguments encore, plus de foi dans cet article, qui doit être la base de notre démocratie. Et je dis ça parce que certains constitutionnalistes, ou des professeurs de droit constitutionnel, ou certains juristes savent l'importance de cet article. Même si le débat politique vient l'obstruer, l'obscurcir, il faut que cette importance ressorte. Voilà pourquoi je voudrais... Évidemment, parce que dans certains commentaires, on a vu des gens dire l'auteur du 220 fait sauter le dernier verrou.
On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore. Pas seulement ça. Et pas seulement ça. Enfin, comme les autres, il a. C'est comme les autres là que je n'apprécie pas. Et je crois que les gens de bonne foi n'apprécient pas non plus. J'ai vu que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui, même sur cet aspect-là, m'ont beaucoup défendu. J'ai dit, merci pour cette partie du public. C'est pour eux que je suis revenu. Évidemment, parce qu'il y a eu également le professeur Trésor Lungungu qui est longuement revenu sur ça. Mais les commentaires, il y en a eu, la majorité était positive. Les gens ont apprécié votre sortie. J'ai vu des gens dire qu'ils commençaient à perdre espoir dans la classe scientifique. À force de voir des professeurs se contredire, dire une chose le matin, c'est de dire le soir, les gens commençaient à perdre espoir. Et quand ils ont suivi l'émission, en tout cas la majorité des commentaires qu'on a vus sur la page, les gens saluent la profondeur de votre sagesse, votre constance. Ils ont du respect pour votre personne. Qu'est-ce que ça vous fait, prof? Ça me fait me maintenir dans ce cap-là. Parce que pour donner raison aux gens qui sont satisfaits de cette façon-là, et les encourager de mon côté, je vais leur dire que sur ce plan-là de la conscience, je serai le dernier juriste naïf à croire dans le droit quand tous les juristes du monde entier auront abdiqué, quand tous les Congolais auront rejeté le droit et que même on aura pris la décision de supprimer les facultés de droit, je serai le dernier naïf à croire dans le droit. Oui, parce que certains se demandent encore à quoi ça nous servait quand on voit les juristes se contredire, même sur des évidences. De même, c'est de la même manière que je dis, pour que les gens comprennent bien, si j'étais prêtre, je serais le dernier prêtre à croire en Dieu quand les 8 milliards des humains l'auront rejeté, on aura brûlé les Bibles, etc. Mais si je suis prêtre, je suis là pour ça. Je ne peux pas me renier, voilà justement. Oui. Je ne peux pas avoir fait ce choix d'être prêtre et puis me renier en disant aux gens, vous savez, je m'étais trompé, pendant 40 ans j'étais prêtre, mais Dieu n'existe pas, etc. Je serai le dernier à défendre l'existence de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, j'espère que quelques-uns m'accompagneront, notamment parmi les juristes, pour maintenir l'importance du droit et la place du droit dans la société. Quoi que l'on dise, s'il n'y avait pas de droit, il y aurait de la jungle, l'anarchie, et tout le monde ne s'en sortirait pas. Il n'y a que les tout-puissants, les plus forts, les plus vigoureux, les gros bras, les rusés, les malins, qui vont s'en sortir. La majorité des gens, donc, qui ne sont pas comme les autres là, sont des gens qui risquent de disparaître. Et sur le plan du droit international, c'est pareil. S'il n'y a pas de droit international, s'il n'y avait pas de droit international, tous nos États là, quelconques, faibles et tout ça, disparaîtraient. Il est clair que les grandes puissances qui sont là et qui montrent aujourd'hui leur envie d'impérialisme, et avec non seulement les puissances elles-mêmes, mais les dirigeants qui sont eux-mêmes imbus d'eux-mêmes et de la puissance des États, le feraient disparaître en claquant les doigts. Bon, le droit existe. Pour certains, il n'existe plus que sur papier, parce que quand on voit le biceps que certains nous montrent, il y a lieu de se demander si vraiment le droit international est appliqué. Mais là, n'est pas notre thématique, on y reviendra peut-être, professeur. La question, c'était... Non, c'est valable pour le droit même interne. Oui. Parce que quand on voit comment il est violé, quand on voit comment certaines personnes passent au travers, on peut se demander si vraiment il existe encore ou s'il est nécessaire. Et moi, je dis, à l'allure où vont les choses, peut-être même les gens qui disent qu'il faut s'en passer. Mais vous savez,
je ne sais pas si les États mourraient si on n'avait pas de constitution. Hein. Il y a des gens qui rêvent de diriger les sociétés sans constitution, ça les laisserait libres de faire. Mais est-ce que c'est un bien? C'est là-dessus que le droit intervient. Bien. Le 220. Vous en êtes le géniteur? Oui, j'ai vu que les gens de très bonne foi qui croient dans cet article, il y en a beaucoup qui n'en connaissent pas le contenu. Oui. J'aimerais d'abord m'arrêter sur le contenu et l'objet de cet article. Vous voulez qu'on les lise, après vous continuerez? Vous pouvez le lire. Pour rafraîchir la mémoire. Vous pouvez l'énoncer. À celles et ceux qui nous suivent. Vous faire participer, lisez-le. Oui. Article 220 de notre Constitution. La forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée des mandats du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle, ça c'est l'alinéa 2, ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Voilà. Voilà, c'est ça le contenu, la matière qu'il y a là-dedans. Beaucoup de gens, même ceux qui en parlent le plus, mais même parmi ceux qui sont d'accord avec cet article, oui. on ne voit que la limitation des mandats du président de la République. C'est une vision tronquée qui ne permet pas de donner sa véritable valeur à cet article. Parce que vous savez, il y a des pays où il n'y a pas de limitation, etc. Mais je reviendrai sur la limitation. Regardez ce qu'il y a là-dedans. La forme républicaine de l'État. Il ne faut pas revenir là-dessus. Le problème, c'est qu'effectivement, dans l'histoire, on a vu des républiques devenir des monarchies, etc. Des royaumes. Oui, des royaumes, des empires. Et on a vu notre voisin du Nord était devenu l'Empire avec l'empereur Jean Del-Bokassa. Et dans ce pays même, en 7 ans, il y a des gens qui nous parlent d'un certain prince du Congo qui devrait demain devenir le chef de l'État. Il y en a même qui disent qu'il faut carrément qu'on aille à un royaume. Peut-être ils blaguent. Je sais, le président de la République nous a dit l'autre jour qu'il y a des partisans qui font des slogans. Ah oui, il a dit qu'il fallait pas trop écouter. Nous sommes dans une matière où il ne faut pas de blagues. Nous sommes dans une matière où il ne faut pas des slogans. C'est la raison pour laquelle j'ai regretté que cette question de constitution soit abaissée au niveau de la rue et du trottoir et discutée là-bas. C'est ça le problème. Le président me donne raison. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des blagues ou des slogans pour rigoler. Ça fait beau dans une matière vitale, existentielle pour un État et une nation. Chacun donne son opinion en fonction de sa compréhension des choses et de son niveau d'instruction. Mais c'est ce que je vous dis. Ouais. Est-ce que nous sommes dans une matière qui peut faire l'objet de ça? Chacun donne son opinion comme il veut. Le Congo a bien le droit. Mais, non, je ne suis pas contre. Même si mais je vous dis, quand le président... pas la Constitution. Quand le président... Non. Laissez-moi continuer sur le Allez-y, s'il vous plaît. Quand le président de la République a dit ça, moi je dis, mais il me donne raison, le président. Il n'est pas normal que dans une matière comme ça, on en arrive à argumenter par des slogans. Ce n'est pas normal. Évidemment. Ça vient de son camp politique. Les pays, peu importe. Peu importe. Cet abaissement-là qui fait effectivement qu'il y ait des problèmes. J'avais posé la question l'autre fois. Est-ce que vous voyez aux États-Unis ou en France les gens occupés entièrement à parler de la Constitution pendant qu'il y a la faim, pendant qu'ils ont des problèmes d'impôts, pendant qu'ils ont des problèmes... Est-ce que vous voyez ça? Ici, sauf si leur solution en dépendait.
sauf si la solution à leurs problèmes Je dépendait vais vous d'un scandaliser. certain nombre de réformes. Je vais vous scandaliser. La vie quotidienne des populations Oui. ne dépend pas de la Constitution en tant que telle. La Constitution concerne avant tout l'existence et le fonctionnement de l'État. La Constitution, sa première fonction, c'est d'être les statuts de l'État. Oui. Maintenant, il faut que ce statut s'accompagne d'un certain nombre de principes de gouvernance qui peuvent permettre que l'action justement des gouvernants soit tendue vers le bien-être social de la population. Et c'est ça qu'il faut chercher dans la Constitution. Nos politiciens ont menti aux gens en leur disant la Constitution ne va pas résoudre les problèmes de la vie sociale. La Constitution va émettre des principes de fonctionnement et des principes, j'allais dire, j'utilise une tautologie principielle sur comment considérer, comment organiser la société, les rapports entre la société, la vie sociale et économique pour qu'il y ait effectivement du progrès, qu'il y ait de la création de la richesse, etc. Et là, les responsables, ce ne sont pas les populations. C'est pour ça que je disais l'autre jour, dans aucun pays, je vois que c'est uniquement ici, on ne peut obliger la population, tous les 40, 50, 100, 300 millions d'habitants, à connaître la Constitution sur le bout des doigts. Ça n'existe pas. Mais il faut que les dirigeants, eux, la connaissent sur le bout des doigts et sachent comment l'appliquer. Parce que c'est eux qui régentent évidemment l'action. L'action publique, c'est ça. Mais maintenant, lors de la conférence de presse du président, j'étais là, même si je n'ai pas pu poser des questions, il a dit que les Américains, dans le cadre du deal, on va revenir au 220, dans le cadre du deal avec les Américains, ils nous ont exigé un certain nombre de réformes qui doivent absolument passer par la retouche de certains articles. Non, le président n'a pas dit ça. Il a dit les États-Unis nous ont exigé. Ça nous écarte un peu de oui, ça nous écarte. Mais bon, on revient à ce que vous avez dit. Il faut qu'on revienne, il faut que les gens comprennent cet article. Parce que les gens en ont fait un argument, certains pour rejeter la Constitution, d'autres pour la maintenir. Alors il faut que les uns et les autres, notamment ceux qui sont pour le maintien de la Constitution, saisissent vraiment la quintessence de cet article pour renforcer leur argumentation et leur lutte. Revenons-en alors. Non, je vais répondre à votre question. Le président a dit ceci. Dans le cadre de ce deal avec les Américains, mais je dis en passant que c'est dans les annexes qu'on n'a pas vu. Les Américains exigent que nous fassions certaines réformes dans le domaine de la justice. Et c'est le président qui dit on ne peut pas faire des réformes sans qu'on passe à la Constitution. En tout cas, on dit la même chose. Donc. Non, ce n'est pas la même chose. Il avait dit que certaines réformes devront passer par... Jean-Pierre, non. Oui. Ce n'est pas nous deux qui discutons. Oui, je sais bien. Bon, voilà. Nous parlons de ce qu'a dit le président. Mais le président n'a pas dit ça. Il a dit ce que je dis là exactement. Nous ne pouvons pas faire des réformes. Je ne vois pas comment on peut faire des réformes dans le domaine de la justice sans toucher à la Constitution. Voilà les termes exacts du président. Mais qu'on lise la Constitution dans le domaine de la justice, on va toucher à quoi pour satisfaire les Américains? Je crois que si les Américains cherchent des réformes dans le domaine de la justice, il y en a encore à faire. Mais c'est sur le plan de la législation, sur le plan du comportement de la justice. Ce n'est pas dans les principes constitutionnels qui organisent la justice chez nous. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que le président s'est trompé, mais il a été rapide. Maintenant... Mais dans ce secteur avec vous, on disait l'autre fois qu'il y avait ambiguïté sur le statut, par exemple, du parquet. Fait-il partie du pouvoir judiciaire ou de l'exécutif? Et là aussi, est-ce que ça ne ferait pas partie de ce que voudraient les Américains? Je ne suis pas sûr, parce que ce pays a fonctionné longtemps sans le parquet dans le pouvoir judiciaire.
le parquet était toujours dépendant du pouvoir exécutif par l'intermédiaire du ministre de la Justice, jusqu'à cette disposition de l'article 149 que j'ai ajouté à disposition traditionnelle sur le pouvoir judiciaire. Je trouvais que c'était un progrès, et effectivement, dans le fond, c'est un progrès. Mais les politiques ont voulu revenir en arrière. C'est ça, justement, ce qu'il y a dans l'article 220. Ce que l'article interdit, ce sont des régressions, des réformes qui vont régresser, le progrès économique qu'on avait déjà atteint. Il y a les droits de l'homme, vous prenez des mesures ou vous faites des réformes qui réduisent. C'est ce que dit d'ailleurs l'alinéa 2, spécialement. Les droits et libertés de la personne. Oui. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Pourquoi les prérogatives des provinces? Ce sont des libertés collectives. Les libertés sont individuelles et collectives. Les libertés collectives, on a choisi spécialement celle-là. Il peut y avoir des libertés concernant des associations, etc. Mais là, on a choisi spécialement celle des provinces qui sont dans le fonctionnement de l'État. Est-ce que ce n'est pas ce que l'autre professeur a dit, professeur Chilombaï, pour ne pas le citer, qu'il faut changer cette constitution parce que l'actuel bloque le rapport entre le pouvoir central et le pouvoir en province, en faisant référence évidemment au 220. Les prérogatives des provinces sont des prérogatives d'entités autonomes, voulues autonomes depuis l'indépendance. Les gens ne doivent pas oublier cela. C'est vrai que la loi électorale était une loi belge, adoptée par le Parlement belge, promulguée par le roi de Belge. C'est une loi belge. Mais les Belges y ont introduit certains éléments qui relèvent des conclusions de la conférence de la table ronde où les Congolais s'étaient mis d'accord sur la forme d'État. Et la forme d'État voulue à l'époque, je vous ai rappelé l'autre fois, l'importance du débat entre fédéralistes et unitaristes. Ils ont trouvé un compromis, c'est d'avoir une forme d'État qui ne consacre pas le centralisme unitariste. Hybride, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Qui emprunte les bons aspects du fédéralisme, notamment l'autonomie. Et c'est utile, c'est nécessaire, l'autonomie. Et les bons aspects, ou quelques bons aspects de l'unitarisme, c'est-à-dire on reste dans un cadre juridique unique. Cette option fondamentale-là, qui possède encore une fois, je le répète, du seul débat intelligent dont on peut faire créditer notre classe politique. Parce que depuis, le débat a dégringolé dans les forces sceptiques. Et on est dans se battre pour se disputer le morceau du gâteau. Il n'y a rien d'autre aujourd'hui dans les débats. Même les gens qui viennent pour défendre la Constitution, notamment défendre le changement de la Constitution, c'est parce qu'ils sont dans une position où ils ont déjà acquis certains avantages, ils défendent ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'aime pas discuter avec ce genre de personnes qui viennent défendre non pas les principes qui sont dans la Constitution, qui viennent défendre leurs sièges, qui viennent défendre leurs avantages, qui viennent défendre leurs fonctions. Quand on dit qu'il y a des écueils, il y a des écueils. Le président même dit que l'UDPS en son temps avait promis qu'une fois au pouvoir... Non, mais ça ne me regarde pas, ce sont des promesses, de politiciens. Et l'UDPS ne nous a jamais dit pourquoi il toucherait la Constitution. On ne nous a jamais dit ça. Pourquoi on va rejeter cette Constitution? Est-ce que ce n'est pas parce que l'UDPS avait appelé au boycott? Mais c'est parce que l'UDPS ne voulait pas de ce qui avait été fait pendant la période où on se considérait comme mise de côté. Après Sun City, la formation du gouvernement de transition,
On peut dire que l'UDPS s'est vue mise de côté quand son président ne s'est pas retrouvé parmi les vice-présidents. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que le parti a appelé à boycott Oui. de Mais référendum. parce qu'ils ne nous ont jamais dit pourquoi ils faisaient boycotter la Constitution. Et pourquoi ils voulaient la changer une fois arrivés au pouvoir. Ils ne l'ont jamais dit. Même ceux qui ont rappelé cette histoire pendant les débats, c'était une mystification, sans nous expliquer pourquoi ils n'en voulaient pas. Un débat, je ne dis pas intellectuel, un débat intelligent, un débat rationnel va vous dire, moi je suis d'accord à cause de ceci, à cause de cela, je ne suis pas d'accord à cause de ceci, à cause de cela. Est-ce que ce n'est pas notamment parce que vous, professeur Wampouye, qui avez été parmi les rédacteurs de cette constitution, vous êtes, je ne veux pas dire rébuffé, mais vous avez milité contre en faveur contre son rejet. Non, contre son adoption. Contre son adoption, merci. Oui. Les termes ne venaient pas. Tout à fait. Mais je vous ai dit pourquoi, je vais insister là-dessus. Parce qu'il y avait des éléments. Moi, je n'ai participé à ce processus que convaincu que j'avais des éléments de progrès à proposer à mes concitoyens. Et je les ai proposés. Avec les jeunes gens qui étaient avec moi, je vous ai cité le doyen, le professeur Jean-Louis Sambo, qui était encore à l'époque notre assistant de la faculté, qui a bien grandi dans tous les domaines depuis. Mais avec eux, on a été d'accord, ils m'ont soutenu, ils ont accepté ce que je leur proposais pour qu'on défende devant les sénateurs. Et on pensait que l'on faisait introduire du progrès dans le renforcement de la démocratie. Et lorsque les politiciens se sont emparés de ce draft, ils ont enlevé certaines choses qui me semblaient, moi, capitales pour cet aspect-là. C'est ce qui vous a irrité? Ça ne m'a pas irrité, j'étais déçu, j'ai dit, bon, voilà une constitution qu'on ne peut pas adopter telle qu'elle. Et je me suis expliqué. Je n'ai pas fait un comportement de politicien. Et l'UDPS, elle, par contre, ne s'est jamais expliqué, n'a jamais dit, selon vous, jamais, pourquoi jamais. Elle avait appelé au rejet. Ce n'est pas selon moi. Si vous connaissez la raison, vous me le dites, vous me la dites. Est-ce que vous l'avez jamais entendu? Le parti a, pendant ce débat, rappelé ça. De toute façon, d'ailleurs, nous, Etienne Tshisekedi avait dit, est-ce qu'ils nous ont dit pourquoi? Non. Quelques articles, vite fait, ils parlent. Certains articles sur la souveraineté, ils reviennent beaucoup sur ça. Ça doit être quel article encore Vous avez entendu des gens dire, si nous avions rejeté la Constitution, c'est à cause de tel article. Ah non, maintenant, c'est des articles qu'ils évoquent pour justifier soit une révision ou une refonte totale. On va revenir là-dessus. Mais je voulais tout simplement que les gens comprennent. D'accord. Que cet article 220, c'est vraiment la substantielle moelle de notre Constitution, de notre... oui, quelqu'un m'a rappelé, quand je discutais avec lui, en lui disant que l'importance, il me dit, mais il y a un professeur qui enseigne que la Constitution doit traduire l'identité constitutionnelle d'un peuple. Et voilà. Bon, je n'ai pas demandé, d'après ce professeur, quelle est l'identité, mais moi, je considère que c'est ça l'identité. Parce que ça aussi, le président l'a dit. Il faudrait que la Constitution réponde à notre vision des choses. Qu'elle s'adapte aux réalités. Vous me donnez... Vous souhaitez rester scientifique, professeur, mais acceptez que de temps en temps, que je pose des questions qui touchent aux avis des politiciens. Il ne faut pas que vos questions des politiciens ou des politicards obstrue mon intention d'expliquer aux Congolais de bonne qualité et de bonne foi cet article qui est la base de leur lutte. Le 220. Oui. On va revenir sur les fameuses réalités, parce que moi j'aimerais les connaître. Moi aussi j'aimerais les connaître. Et moi je suis d'avis que la Constitution ne doit pas aller à l'encontre des réalités culturelles congolaises. Au contraire. Des réalités historiques. Au contraire.
Mais en passant, avant même de revenir là-dessus, on ne peut retenir comme élément de notre organisation actuelle que les réalités positives. Il y a des réalités négatives. Tous les travers qu'a connu notre histoire, il y en a eu. Hein? On va les retenir et les intégrer dans la Constitution parce que c'est notre histoire. On prend ce qui est bon, Hein? on laisse ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais. Mais c'est clair. Comme un professeur a dit, il faut éviter à ce que la Constitution se sclérose. Je crois, c'est bien ça le mot. Le professeur Beauchab, au préambule de son livre. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, Évariste 2015, militait lui aussi pour la révision de la Constitution. Il n'a pas changé. Et on l'a pas. À l'époque, on a compris qu'il voulait, un peu comme aujourd'hui, que l'on change les dispositions qui gêneraient ou qui sont supposées gêner le président Kabila parce qu'il est coincé dans 2 mandats. Lui estimait qu'il n'y a pas de questions taboues. Mais je vous ferai remarquer que Oui. le président Kabila n'a jamais parlé de ça. Jamais. Et son intention de modifier la Constitution. Jamais. On sait que c'est Même quelqu'un qui parle. Même au passage, non. Moi, je suis l'histoire. Ouais. Je ne suis pas dans les faits. Ça me permet d'avoir le recul de suivre ceux qui font. Je ne l'ai jamais entendu parler d'un 3e mandat pour lui. Ni dans une conférence de presse, ni dans quoi que ce soit. Mais je ne l'ai jamais entendu non plus parler de changer la Constitution. Si lui ne l'a pas dit, ses partisans l'ont dit. Mais c'est ce que Oumela, je dis. C'est ce que je dis. Chikata, Totonio Naïnote. Oumela, pourquoi? Pour que nous continuions de bouffer. Mais c'est ça que je dis. Aujourd'hui, c'est pareil. Et les mêmes l'ont quitté. Tous ceux qui encouragent le président, peu importe, la transhumance est le propre des politiciens congolais. La transhumance, vous savez, c'est une politique animale, une pratique animale. Hein. Oui. C'est pas humain. Hein. C'est animal. Ce sont des bêtes, des animaux qui quittent d'un endroit vers un autre à la recherche des herbes fraîches et tout ouais, ça. Justement. C'est pas élogieux. En réalité, on devrait se fâcher quand on qualifie quelqu'un de transhumant. C'est une honte. Non, il n'a qu'à assumer. Il a voulu faire la transhumance. Pourquoi il se fâcherait? Il assume. Et donc, ces gens-là, oui, c'est des politiciens. Hein, et vous les prenez au sérieux. Des gens qui ont fait la courbette, prêts à lécher les chaussures de Kabila, qui aujourd'hui, dès la première occasion qui leur a été offerte, ont tourné kazakh, sont allés ailleurs pour faire exactement la même chose. Vous les trouvez sérieux? Mais là, on est dans un débat scientifique, prof. Chacun s'exprime. Mais quand vous dites débat scientifique, il faut avoir des arguments scientifiques. Celui qui n'a pas des arguments scientifiques. Je trouverais 2 nucléaristes en train de discuter, chacun assommant des arguments de physiciens nucléaristes et tout ça. Je vais entrer là-dedans comment? Vous commencerez par quoi? Hein? Je vais y entrer comment? Pour parler des atomes. C'est ça le problème. Et donc, si quelqu'un dit c'est un débat scientifique, alors qu'on argumente scientifiquement. 220. On va revenir à vos réalités. Il ne faut pas qu'on arrête sans. Mais d'abord, le 220. Professeur Mampouya, il y a une semaine, vous étiez ici. Une capsule de votre intervention a fait le tour, dans laquelle vous disiez que l'article 220, c'était à ma question, n'est pas lui-même en soi verrouillé, mais vous aviez nuancé. Je n'ai pas nuancé. J'ai dit ce qu'il fallait. Ok. D'abord, je demande en termes de légistique, est-ce qu'il était nécessaire de textuellement, par une phrase, le verrouiller? Après réflexion, je me dis non, ce n'était pas nécessaire. Mais pour ça, il faut avoir en face des gens de bonne foi. Mais ce qui n'est pas interdit. Oui, mais on ne va pas faire de la science
en tenant compte des gens de mauvaise foi. Fait la science d'une manière objective, sans état d'âme. Parce que ce que l'opinion a retenu de votre passage chez nous, c'est que Pas l'opinion, une certaine partie, opinion. Voilà, une certaine, j'aime l'expression certaine opinion, comme certaines presses. Justement. Parce que ça montre déjà quel genre. Ce qu'ils ont retenu, c'est que l'article 220 n'est pas verrouillé. Certains ont même dit, c'est bon, c'est lui qui l'a rédigé, a fait sauter le dernier verrou. On peut avancer. Non, le verrou, ce serait de toucher aux dispositions elles-mêmes. C'est ça le verrou. Ces dispositions, on ne peut pas y toucher. Donc, il n'était pas nécessaire que le 220 soit verrouillé, parce qu'il verrouille lui-même des dispositions. La démocratie, je crois que c'est encore un jeune collègue qui disait ça, la démocratie est un système de gens bien élevés. Hein? Quand il y a une interdiction constitutionnelle, a-t-on besoin d'en surajouter? Des hommes bien, qui sont des démocrates, qui veulent diriger une démocratie en démocratie, ils vont respecter cette disposition. Ceci est interdit. L'alinéa 2 dit même strictement interdite toute révision qui a pour effet de réduire les libertés, les droits et libertés. Mais quand on a ça, c'est complet, c'est fini. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Mais moi, je voulais, vous savez, parce que j'ai la connaissance des hommes politiques congolais. Je crois qu'il faut les coincer de tous côtés. Je pensais bien faire en proposant cela. Et je vais vous raconter une histoire. Pendant cette période, le président du Conseil constitutionnel français a été envoyé par le président Chirac ici pour venir assister son homologue Joseph Kabila dans les efforts de l'établissement de la Constitution. Et il nous a rencontrés. Il y a eu un dîner-débat, un dîner de travail à la résidence de France, entre lui, l'ambassadeur de France, et nous étions, je crois, 4 ou 5 Congolais. Je lui ai tenu tête. Il dit, mais votre constitution, elle paraît longue et tout ça, parce que vous savez, en France, la constitution, en y mettant tout ce qui a été ajouté, il ne dépasse pas les 120 articles. Donc on est à 229. Il y en a d'autres qui ont été introduits dans d'autres articles, mais bon, il dit ça. Moi, je dis, mais vous savez, la constitution portugaise, elle avait plus de 220 articles à l'époque. Mais en même temps, la légistique doit tenir compte des réalités du pays. Nous avons affaire à qui? Nous avons affaire à des politiciens congolais prêts à tricher. Il faut donc vraiment clarifier les choses, mettre les détails, etc. etc. C'était ça mon objectif en voulant expliciter ce verrouillage de l'article 220. Mais pour un juriste, expliquer la portée de l'article 220, on n'a pas besoin de ce verrouillage-là. L'article 220 étant, comme je l'ai dit, la substantielle moelle de la démocratie telle qu'elle s'est imposée par l'histoire dans ce pays, on n'a pas besoin, on ne peut pas y toucher. Vous savez, hier, certains des grands ténors du changement aujourd'hui, suivez mon regard, avaient déjà interdit cette manière de la double clé ou de la double révision. On révise l'article 220 et puis on va toucher aux dispositions qui sont verrouillées. Il y en a qui ont fait ça, qui ont proposé ça. Et les ténors dont je parle là, du changement d'aujourd'hui, les ont rentrés dedans, les ont insultés sans argument, sans beaucoup d'arguments. Vous voulez parler de l'opposition de l'époque? Comment? Vous voulez parler de l'opposition de l'époque qui est aujourd'hui au pouvoir? Qui est aujourd'hui au pouvoir. Okay. Mais je ne parle pas des hommes politiques, je parle des intellectuels. Ils avaient fait une conférence soi-disant scientifique à la faculté
on m'a invité. Parce que l'auteur de cette conférence croyait que je ne m'entendais pas avec Évariste Bochab parce que l'objet de sa conférence était d'aller traîner Bochab dans la boue, etc. Je suis arrivé, je suis allé. Il a commencé à parler de bout en bout. Bochab, Ferret, ils ne savent rien, des arguments qui ne tiennent pas la route, etc. Mais il avait fait venir des politiciens pour venir acclamer. Et dans leurs interventions, ils ont commencé à insulter des politiciens. Je ne dis pas des professeurs, des politiciens. Ils ont commencé à insulter le professeur Bochab. Alors même qu'eux supposaient que je n'étais pas en bon terme avec Bochab, j'ai quitté cette conférence en protestant à cause de ça. Comment on peut appeler un bonhomme, même s'il est quoi que ce soit en politique, monter à l'université, dans l'enceinte de l'université, insulter un professeur d'université? C'est pas normal. Vous avez protesté, vous êtes parti. Oui, c'est pour vous dire que il y a argument et argument. Je suis parti. Parce que l'article 220 interdit de réviser un certain nombre de matières. L'importance n'est pas dans l'article 220, l'importance est dans les matières là, lesquelles vous venez de les lire. Oui. Et je voudrais savoir si quelqu'un, intelligemment et en son âme et conscience, croit que les matières qui sont citées là, à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, peuvent être changées et on resterait encore en démocratie. Est-ce que si on touche à la forme républicaine de l'État, pour nous installer un royaume, une monarchie, je ne sais pas si beaucoup de Congolais accepteraient. J'ai entendu des gens parler, certains se disaient sénateurs, dans ce que le président appelait les slogans et tout ça, dire ça. Vraiment, le royaume, etc. Est-ce qu'on progresse ou on recule? Si on réduit l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'un des piliers de la démocratie, non seulement au Congo, mais partout, est-ce qu'on fait un progrès ou on recule? Si c'est ça qui est d'ailleurs au cœur de l'interdiction, ce qui est interdit, c'est tout ce qui fait que on arrête le progrès et au contraire, on recule. Mais quand je dis que l'article n'est pas verrouillé, je vais mettre les gens à l'aise ou mal à l'aise. On peut ajouter de nouvelles matières à l'article 220. Mais pas y retrancher. Pas les retrancher. Parce qu'on va dans le sens toujours du progrès. Oui, parce que l'alinéa 2 est formellement interdit. Et d'ailleurs, ce qui m'avait fait supporter ce retrait de la part des politiciens, c'est de penser qu'effectivement, ça permet de pouvoir ajouter aux matières interdites de révision d'autres matières. Et la tentation maintenant, c'est pas d'ajouter, mais plutôt des... Non, mais ça c'est une tentation malsaine. Ça n'a rien à voir, c'est une tentation malsaine. Je voudrais vraiment qu'on vienne à cela. Il y a surtout si je voudrais revenir sur ces différents contenus, vous remarquerez que dans le monde entier, même sans cette disposition équivalente à l'article 220, on ne pense jamais à faire une révision qui réduise le pouvoir judiciaire. On ne pense pas, sauf quand on a des esprits tordus, à quitter la République, qui est un progrès dans l'histoire des nations, pour revenir à une monarchie, un pouvoir personnel et tout ça. Et même les monarchies qui consacraient le pouvoir personnel absolu ont reculé, sont devenues des monarchies constitutionnelles. Et je ne sais pas si nos dirigeants qui aspirent à la monarchie acceptaient une monarchie constitutionnelle où le roi n'a rien à faire. Le roi n'a strictement rien à faire. Le roi d'Angleterre, le roi de Belgique, Philippe là, qui connaît Philippe? Qui sait ce que Philippe fait? Il est le roi.
Parce que tout est fait par le gouvernement et le Parlement. Oui. Et donc, je ne sais pas si nos dirigeants, nous, accepteraient un rôle comme ça. Je suis certain que non. Donc, même la monarchie, ce n'est pas notre affaire. Même la monarchie. Ça, c'est pour tenir compte des mentalités des Congolais. Une mentalité positive. Hein, quand il faut la reconnaître, il faut le faire. Quand on parle du Sénat à supprimer les assemblées provinciales et tout ça, mais vous cassez toute l'ossature du système. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je reviens. Vous avez entendu qu'à l'Est, ils réclament le fédéralisme. Vous savez que le fédéralisme est la revendication traditionnelle des leaders du Congo central. Traditionnelle, historique. Le fédéralisme est la revendication traditionnelle des leaders du Katanga. Et de plus en plus, ça devient l'aspiration non pas seulement des leaders, mais des populations du Katanga et du Congo central. Et aujourd'hui, à l'Est, dans la zone AFC M23, on parle de fédéralisme. Je vous jure que s'il y avait quelqu'un proposé le fédéralisme, tout l'Est voterait pour le fédéralisme. Tout l'Est. C'est-à-dire depuis les Zoélé jusqu'au Katanga. Alors, vous voyez le déséquilibre que ça va donner. Et pour la vérité des choses, on va rester avec quelques provinces, je ne dis pas inutiles, c'est méchant, avec quelques provinces qui auront laissé partir. Qui ont des richesses, mais qui ne sont pas suffisamment exploitées. Pas seulement, il y en a qui sont... Mais écoutez, la terre n'est pas pourvue de la même manière. Hein? Il y a des richesses au sous-sol, oui. Mais les choses qui sont ici ne sont pas celles qui sont dans le Bas-Congo ou dans le Bandundu, etc. Donc il y a des endroits où il y a vraiment un amassement. Des terres rares, comme on le dit. Oui. Donc, voilà. La question qui fâche, c'est celle du mandat du président de la République. Parce que tout ce qu'on raconte là, tout ce que les gens visent, c'est les mandats du président de la République. Il faut être réaliste. Le mandat du président de la République. Pourquoi a-t-on introduit cette limitation? Parce qu'il y a des juristes qui sont par principe contre les limitations, en disant le peuple peut choisir comme il veut, etc., même s'il faut que jusqu'à la fin ce soit la même personne, à la fin des temps, ou jusqu'à la fin de sa vie ce soit la même personne, le peuple, et c'est démocratique. Mais ça c'est du syllogisme, hein, c'est la fausse démocratie. Parce que nous savons comment se font les choix du peuple, les élections, comment elles sont organisées, notamment dans nos pays. Je ne parle pas de notre pays, seulement dans nos pays, comment elles sont organisées. Oui. Nous en sommes témoins, et acteurs et victimes de ce genre d'organisation des élections. Et vous y croyez, vous, qu'en ce moment-là, le peuple... Quand vous avez quelque part un groupe de gens auxquels on fait applaudir un pouvoir interminable de quelqu'un, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aucun esprit lucide, tout simplement rationnel, ne peut accepter que le pouvoir soit détenu par un seul individu éternellement. Aucune personne ne peut accepter ça. Et dans nos pays, c'est encore plus justifié par le fait que, comme je l'avais dit, je le répète, et c'est vrai, c'est le peuple qui a commencé d'ailleurs par dire ne plus croire dans les politiciens, parce que tout ce qu'il faut, c'est pour eux-mêmes et jamais pour le peuple. Ils sont là pour leur argent, ils sont là pour leur famille. Mais comment voulez-vous qu'on laisse quelqu'un éternellement au pouvoir pour son argent et pour sa famille? Je donne un argument terre à terre. Hein?
Oui. mais un argument qui vient fonder les arguments scientifiques, renforcer les arguments scientifiques. Comment pouvez-vous accepter que laissons le peuple, même les politiciens, qui dans la conception congolaise font de la politique pour conquérir le pouvoir, etc. En fait, ce n'est pas pour diriger le pays, l'améliorer, c'est le pouvoir parce qu'il a des avantages énormes. C'est ça qu'il cherche. Accepte que l'un des leurs reste éternellement au pouvoir, que soit au bord exclu de la table de la majorité, et donc ils ne le manifestent pas, mais c'est ça leur croyance profonde. Ils n'acceptent pas. Pourquoi voulez-vous que chaque fois qu'il y a des élections, on conteste les résultats? Comme ça, directement. Et parfois même à l'avance de la publication, avant la publication officielle des résultats. Parce qu'on sent effectivement les tendances et tout ça. Mais ils ne peuvent pas soutenir le concurrent qui a le pouvoir pour longtemps, pour que lui et sa famille continuent. Je voudrais que les gens comprennent bien. Oui, c'est important, c'est pourquoi on vous a laissé parler. Les gens comprennent bien. Oui. Mais en même temps, même dans les pays où on n'avait pas à craindre cette obviation, cette déviation de la conception de la politique au profit des intérêts personnels, vous savez quel est le premier pays qui avait limité les mandats? Ce sont nos amis les Américains. Ça, les gens ne le savent pas. C'est vrai que la Constitution américaine d'origine, du 1787, n'avait pas formellement limité le nombre de mandats. Mais dans leur culture, dans leur connaissance de la démocratie, leur engagement démocratique, les premiers dirigeants américains se sont toujours limités à 2 mandats, à commencer par George Washington. Et c'est devenu une tradition que le nombre de mandats soit limité à 2. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas d'un pouvoir personnel, qu'un individu demeure trop longtemps au pouvoir, parce que, comme je le disais l'autre fois, la durée est un facteur de l'absolutisation du pouvoir. On finit par abuser. On finit par en abuser, effectivement. Et c'est tombé pile dans l'histoire américaine. En 1933, Delano Roosevelt, est élu. Il a profité de la crise qu'il y avait là pour se présenter, contrairement à la tradition. Il s'est représenté au bout de son 2e mandat. Et bon, les gens étaient occupés à la crise, etc. C'était la crise économique, la Grande Dépression. Il en a profité avec la propagande et la machine du parti. Il a été réélu une 3e fois. Il a été réélu une 4e fois. Et puis, au début de son 4e mandat, il est mort malade. Immédiatement après, les gens en ont profité pour dire plus jamais ça. Il y avait une tradition que quelqu'un est venu briser. Oui. Et en 1947, on a adopté le 22e amendement, qui cette fois-ci interdit formellement. 1947, il n'y avait pas encore d'autres constitutions qui l'avaient fait. Et les Américains n'ont pas dit, les autres ne le font pas, nous n'allons pas le faire. Ils l'ont fait, tenant compte de leur histoire. Quelles étaient les motivations? Ils étaient échaudés par cette période où un individu est resté 12 ans au pouvoir. Déjà 12 ans, pour eux, c'était trop. 12 ans au pouvoir, ils n'ont pas accepté. Et ils ont voulu, ils ont évité que ça devienne un pouvoir personnel, un pouvoir absolu. Et ils ont donc adopté cet amendement. Depuis, c'est ça là. Et d'ailleurs, la formule américaine est très bonne. S'il y avait à modifier quelque chose dans notre constitution, j'aimerais qu'on mette cette formule-là.
qui dit aucune personne ne peut être élue 2 fois président des États-Unis. Oui. Plus de 2 fois président des États-Unis. Et dans notre histoire à nous, j'avais parlé de l'article 31 de la Constitution de 1974, mais il y a mieux encore. Il y a la Constitution de Louisbourg qui disait que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, je crois, renouvelable immédiatement 1 fois. Donc, laisser la possibilité que plus tard, il puisse revenir. La Constitution américaine ferme la porte. 2 fois. 2 fois dans votre jamais, vie, c'est fini. mais plus jamais. C'est pour ça que notre très cher ami Trump, quand il arrive, dans ses tendances, il dit « j'aimerais bien avoir un 3e mandat », etc. On lui a dit « oh. Ça ne se fait pas ici. Attention. Donc, c'est devenu, c'est ça. Quel est l'objectif de cette interdiction? Je l'ai dit, c'est éviter qu'un bonhomme s'incruste au pouvoir trop longtemps et devienne finalement le pouvoir qui va devenir un pouvoir personnel absolu. Mais ce n'est pas des vues théoriques. Nous l'avons vécu et subi. C'est ça que les gens oublient. Et si nous avons interdit, si nous, les Congolais, nous avons interdit cela, ce n'est pas par goût de la science ou des théories ou des principes. On est parti de l'expérience du passé. Pour en avoir été victime. Oui. Et on voudrait nous faire revenir là-dessus. Alors ça, c'est prendre les enfants du bon Dieu comme des canards sauvages. Ils ont déjà... Et puis, il y a une formule qui dit un chat échaudé craint l'eau froide. On a été échaudé de cette façon-là et aujourd'hui, vous nous présentez ça comme... Mais pourquoi nous avons voulu chasser Mobutu? Mais quand on dit qu'on ne peut pas interdire la réflexion... Et pourquoi on n'interdit pas la réflexion. Les réflexions... C'est ce que dit le président. Jean-Pierre, non. Le président le dit dans le sens de déboucher sur une révision. Il est dans l'action politique, le président. Mais ce n'est pas une réflexion intellectuelle. À l'université ou dans des collèges, des académies, les gens peuvent raisonner comme ça. C'est ce que je vous dis. Ils disent d'ailleurs, on ne peut pas interdire absolument quelque chose comme si on fermait la possibilité aux générations futures. C'est en quoi le bon sens est tout à fait réel. Et d'ailleurs, on revient à cela, c'est c'est Jefferson, Thomas Jefferson, qui a dit ça dans une lettre à son ami Hamilton, en lui disant aucune constitution ne peut être éternelle, aucune loi ne peut être éternelle. Parce que la constitution et la loi sont valables pour les vivants. Oui. Mais s'ils sont déjà morts, pourquoi est-ce que ça continue d'être valable? Mais en même temps, la Cour suprême des États-Unis vient de rappeler que, quel que soit, quand on veut toucher aux limites qui séparent le permis et l'interdit, il faut toujours respecter l'histoire et la vision des pères fondateurs. Nous n'avons pas, si nous avons les pères fondateurs, les pères de l'indépendance, leur vision est globalement la vision de la démocratie et des droits de l'homme, mais il y a plus. Je vous ai dit que la vision à la place de fondateurs, comme disent les Américains, oui. Notamment la Cour suprême, c'est une décision récente de 2022. Nous avons ce lieu où s'est ressemblée notre histoire, où s'est ressemblé notre sang, où s'est ressemblé nos vies, nos morts. Je répète ça. Vous savez, jusqu'en 2016, 17, les gens mouraient dans les manifestations pour aller monter, pour aller empêcher Kabila de faire une nouvelle constitution et
une modification qui lui permettrait d'avoir un 3e mandat. Et les gens là sont devenus des martyrs qu'on nous lance à la figure chaque fois. Mais pour les honorer, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est pas seulement faire les lancer à la figure. Autre serait cracher sur le combat de ces chers Rossi et Kapangala Thérèse, c'est ça? Ceux-là comme tous les autres, ceux qui sont morts pour la démocratie, il y en a bien plus que ça. Et la lutte, dans la lutte, là, il y avait d'autres souffrances que la mort. Oui. Il y avait les exils. Mais des arrestations. Là, on crache sur la liberté ou sur les souffrances qu'a enduré Étienne Tshisekedi lui-même. Et je crois qu'il faut savoir raison garder. Vous ne comprenez pas, professeur, que ces débats viennent des l'UDPS au regard de son passé militant. Vous savez, quand on veut toujours avoir. Hein? Et donc, quelqu'un qui arrive au pouvoir, le pouvoir est tentant, le pouvoir corrompt, il corrompt les esprits, et donc le pouvoir peut très bien vous faire changer de cap dans votre réflexion, dans vos principes. Parce que le président avait dit lui-même qu'il n'est pas normal pour un homme de passer normal, plus de 2 ans, oui. Plus de 2 mandats par an. Et moi, je l'encourage à cela, qu'il s'en tienne à cette sagesse-là. Il ne faut pas que les flatteurs, ceux qui veulent profiter de sa présence à la présidence, à la tête du pays, les gens Roumela, Tondiona Noté, etc., hein, c'est exactement la même chose. Il y a aussi son Quand pasteur, ils le font, ils ne pensent pas au président. Ouais. Ils pensent à leurs intérêts personnels. À leur position qu'ils occupent. Ouais. Et vous savez, notre classe politique est celle qui confisque justement le progrès et le bien-être de la population. Non seulement par les vols et les détournements, comme je disais, mais regardez la nature des lois qu'ils font. J'avais donné cet exemple. Il y a pire encore. Ils ont formaté le système électoral de manière à s'entretenir au sein des élections, de constituer des dynasties électorales, des dynasties des parlementaires. Aujourd'hui, jusqu'avant, c'est la loi elle-même qui autorise que les députés et suppléants choisissent des suppléants, mais leurs femmes, leurs enfants, et qu'ils distribuent les sièges et les circonscriptions, et que quand il est député, il va se battre pour avoir un poste à l'exécutif. Et là aussi, c'est une trahison. Moi, je m'étais élevé contre cette constitution. J'étais le seul à m'élever contre cette réforme qui a été faite par des députés qui cherchaient à avoir une place dans l'exécutif en 2011, qui ont dit que quand un député est nommé à l'exécutif, il garde son siège, remplacé par son suppléant, et quand il quitte l'exécutif, il retourne. Enfin, mais ça, c'est mépriser le peuple électeur. C'est mépriser ses propres électeurs qui vous ont donné le siège pour aller parler dans tel sens, les défendre dans tel sens. Vous arrivez là, vous vous dites, ici je ne suis pas bien, je vais aller pour mieux manger. Vous voulez dire que quand on est élu député... C'est de la trahison, c'est immoral. Quand on est élu député, on reste là. On ne bouge pas. On assume ses fonctions jusqu'à la fin. On ne peut pas être nommé à une autre fonction, c'est ça. Ou si on veut aller au gouvernement, on y va. Et on renonce carrément à autre. Attends, pourquoi on a eu des suppléants? Bien. Hein? Non, je voudrais montrer la nocivité de notre classe politique. Et ce genre de choses, ce n'est pas dans la Constitution, c'est dans la loi. Il faudra que la loi soit modifiée là-dessus. Il n'est pas normal qu'un bonhomme se retrouve dans les institutions de la République avec 4 ou 5 membres de sa famille, de son foyer. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de malsain et d'immoral
Prof. Et c'est ça notre classe politique. Si on me dit c'est la politique, alors elle est puante. Il ne faut pas la faire. Répugnante même. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter? Parce qu'en tout cas, pour un samedi, on est arrivé à la fin. Revenons aux fameuses réalités au nom desquelles on voudrait qu'on change la Constitution. Vous êtes journaliste depuis longtemps et vous rencontrez beaucoup de politiciens. Vous en rencontrez même qui vous disent, qui vous parlent de ces réalités. Est-ce qu'ils vous ont dit de quelle réalité il s'agit? Bon. Au nom desquels il faudrait changer la Constitution. On vous parle des institutions budgétivores qu'il faut supprimer. On vous parle globalement de ça. Enfin, certains ils vont... Mais il y a pourquoi on a fait... Je voudrais savoir s'ils croient que toutes les populations et même tous les politiciens accepteront que l'on supprime l'autonomie des provinces qui a amené à doter les provinces des assemblées provinciales. Est-ce qu'ils vont être d'accord? Entre autres réalités, on pense que les là, gouverneurs doivent être nommés par le président. Parce qu'on a vu la campagne électorale, comment l'élection des gouverneurs s'est faite là-bas, y compris pour celle des sénateurs. Oui, mais ça, ce sont des travers des hommes. Ce sont des travers, les défauts des hommes. Ce n'est pas la Constitution. Est-ce que nous n'avons pas connu un système où le gouverneur était nommé? Est-ce que c'est nécessairement bien? On prend un épiphénomène, on le grossit, et on croit que... Non, il faut être au niveau de la nation tout entière. Vraiment, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout le progrès intellectuel et culturel, etc., on croit que les Congolais ne sont pas suffisamment mûrs pour que les différentes régions s'administrent elles-mêmes. Bien évidemment, sous le couvert du pouvoir central par le touchement de la tutelle ou de certains mécanismes. Et que l'on doive réduire tout le monde, qu'on revienne à un pouvoir centralisé dont tout le monde connaît la nocivité. Vous voulez que de Léopoldville, le gouvernement central fixe le prix de la bouteille d'huile à Malembakoulou ou à Aru. Il y a des questions locales qui doivent être traitées localement. Oui. C'est plus efficace d'ailleurs, et c'est plus sûr. Ce sont les gens qui sont localement installés qui connaissent les réalités locales. Donc vos histoires de budgétivores, c'est tout simplement parce que chacun veut manger. Oui. Chacun veut manger. On élargit le gâteau parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus de gens. Merci bien. Non, c'est pas ça. Alors là, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Moi, le progrès, c'est quand même ce que j'appelais l'autre jour la diffusion du pouvoir, la distribution du pouvoir. Ok. C'est la démocratie aussi. Mais si vous centralisez tout le pouvoir, ça n'a rien à voir avec les gens qui veulent manger et qu'on leur donne des postes. Non. Si vous centralisez, on sait que techniquement, c'est un mauvais choix, la centralisation. Et un pays de 2 350 410 km², vous voulez le diriger à partir d'un seul point. Et l'autonomie signifie que ces régions-là, ces entités-là, ont leur autorité locale, qui sont élus localement. C'est une école de la démocratie, le principe même de la décentralisation. C'est une école de la démocratie. Et comme ça, le plus grand nombre possible de Congolais s'habituent à la démocratie à la base et apprennent la démocratie à la base. De telle sorte que l'on va éviter ce qu'on connaît aujourd'hui. Quelqu'un qui sort, je veux être gentil, il sort même de l'université. Un parti l'appelle, comme j'ai vu un grand nombre de jeunes filles. Cette fois-ci, on a élu beaucoup de jeunes filles, tout simplement parce que la loi exigeait que la liste de candidats comprenne une certaine quotité de femmes. Bon, il sort de l'université, il a son diplôme, c'est bien. Puis, tout d'un coup, le voilà député. Et comme député,
peut-être même dès la formation du premier gouvernement, le voilà au gouvernement. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on prend les fonctions de l'État au sérieux? Et or, la décentralisation permet que le plus grand nombre possible de Congolais s'habituent à la démocratie, aux mécanismes démocratiques et aux valeurs démocratiques du genre bien commun. Ils arrivent au sommet du pouvoir sans savoir ce que c'est que le bien commun. Et moi, je suis pour la décentralisation et qui va jusqu'à l'autonomie notamment des provinces. Sans autonomie, il n'y a pas de décentralisation. C'est pour cela que ces entités qu'on a décentralisées, notamment les provinces, ont leur propre autorité, qui sont élues localement. On responsabilise les populations locales, qui sont élues localement et qui ont des compétences sur les matières locales, régionales. Vous voulez les supprimer sous prétexte que c'est budgétivore. Enfin, où mettez-vous le problème de l'efficacité de la gestion? Tout le monde sait, beaucoup de gens l'ont dit, il faut rapprocher l'administration des administrés. Vous les rapprochez comment, ces deux-là? Si vous maintenez le centre de décision à un seul niveau. Merci bien. Mais c'est pour cela que certains arguments affichent comme ça un caractère faussement rationnel, intellectuel, mais en réalité n'ont aucun fondement. On vous dit budgétivore, mais on est en train de faire tomber tous les mécanismes qui représentent des équilibres, un équilibre établi. Vous savez, la constitution de Louabourg, qui est l'une que les Congolais apprécient le plus, même si elle n'a pas eu le temps de véritablement être appliquée, parce qu'il y a eu le coup d'État. Et c'est vrai, quand vous la lisez, elle est très bien écrite. Il a été préparé, c'est vrai, par une commission d'intellectuels, les Liaou, etc. Elle prévoyait le fédéralisme pratiquement, mais à terme. Une première période, je crois, 1 ou 2 législatures dans la décentralisation. Et puis, après, on transformerait carrément, tout simplement les appellations pour que le Congo devienne un État fédéral. Mais l'exposé de motifs explique comment. Il faut que nous maintenions et entretenions notre unité dans le respect de nos diversités régionales. Mais c'est clair, si on ne fait pas ça, c'est qu'on supprime les réalités régionales et les spécificités de chaque province. Vous savez, pendant que l'on parlait pour l'établissement des provinces, moi j'ai connu des amis de certaines provinces qui disent, dans nos villages, les gens, il est presque nu, ils veulent qu'on ait une province. Donc c'est quelque chose auquel finalement les gens, que les gens comprennent et auquel ils tiennent. Vous dites ça dans le feu de cette volonté de changer, les budgétivores, mais vous supprimez les assemblées provinciales, vous dirigez les provinces comment? Par un gouverneur nommé qui n'a pas de gouvernement provincial, qui aura plutôt des conseillers et qui répondra uniquement de Kinshasa. Oui, qu'il n'y a pas d'assemblée provinciale, etc. Mais vous prenez les populations de ces coins, de ces régions, comme des enfants mineurs. Comment on a fait avant? Ils ne peuvent pas être responsables. On a fait avant, on l'a quitté. Est-ce que ces députés font mieux, à part au-delà des querelles qu'ils ont tout le temps? Mais ça, ce sont les faiblesses, encore une fois, ce sont les faiblesses des gens. Ce n'est pas les structures. Merci, ce sont les prof. faiblesses. C'est pour cela qu'on met derrière la Constitution les faiblesses des individus, les faiblesses de gouvernance, les faiblesses d'incompétence, les diverses faiblesses des gens, et on en fait des problèmes de la Constitution. Mais alors, en ce moment-là, on ne devrait pas avoir de Constitution, parce que l'idéal serait que chacun agisse comme il l'entend, donc il est libre, il peut faire, etc. Merci. Mais que l'on sache que dans un État, il y a cette Constitution
qui dit vous avez des pouvoirs, voilà dans quelles limites vous pouvez les exercer. Et c'est en cela qu'on a un État. Merci. Bon week-end chez vous. On espère qu'on aura encore la chance de vous faire intervenir. Vous qui ne parlez que très peu ou rarement. Et comme on a dit la dernière fois quand vous parlez, chaque mot compte. Merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites de revenir ici pour cette mise au point et mieux expliquer les choses parce qu'évidemment, l'autre fois, on n'était peut-être pas allé en détail qu'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci bien, Jean-Pierre. Merci au public, merci à vous, chers téléspectateurs, pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère bien que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour une autre émission sur notre antenne. Continuez à prendre bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Bon week-end à tous, à chacun. Salut.